À l'article 4, avec les amendements identiques, le 3526, Madame Autain. Oui, c'est un amendement de suppression parce que nous refusons que le Code de la sécurité sociale soit modifié de telle sorte à rendre applicable une telle réforme aux travailleurs et aux travailleuses indépendants, parce que c'est une rupture par rapport aux préconisations du programme du CNR qui était adopté le 15 mars 1944 et qui proposait un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence. C'est ainsi que la France a fait le choix en 1945 de construire un système de sécurité sociale qui couvre la population avec une affiliation obligatoire qui s'impose aux employeurs, aux salariés et aux travailleurs indépendants. Par ailleurs, on a des mesures de convergence qui visent à modifier les assiettes et les taux de cotisation des indépendants qui ne sont pas connus. Et le projet de loi, quelque part, nous demande de signer un chèque en blanc parce que dans son article 21, on nous demande d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance sur cette question. Est-ce que le ministre peut nous éclairer sur ces assiettes et ces taux de cotisation? Merci, Madame Autain. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui n'a pas d'avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Les amendements suivants. Le 3543, Madame Autain. Oui, merci Madame la Présidente. Je réitère donc ma question, puisque là, il s'agit de signer un chèque en blanc. Nous ne savons pas comment vont fonctionner les assiettes et les taux de cotisation pour les indépendants. Est-il possible d'avoir des éléments de réponse, sachant qu'à l'article 21, je le redis, il est précisé que ces taux et cette assiette de cotisation seront fixés par ordonnance. Nous estimons que le législateur n'est de ce fait pas du tout éclairé et même amputé dans sa légitimité à décider. Et donc, on est face à un problème. Est-il possible d'avoir quelques réponses sur le sujet? Je vous remercie. Merci, Madame. Monsieur le rapporteur. Les taux sont publiés depuis le rapport de Delevoye, donc défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 21 749. Il n'est pas défendu. Le suivant, donc. Je ne pense pas non plus. D'accord. Donc, nous passons au 3560. Madame Autain. Merci. Alors, 3560, nous avançons dans le texte de suppression. Nous sommes à l'alinéa 3 et j'entends la réponse donc du rapporteur qui nous dit que les taux et les assiettes sont dans le rapport de Delevoye. Peut-on avoir un engagement du ministre pour nous affirmer que les ordonnances qui vont suivre correspondront à ce qui est dans le rapport de Delevoye? Monsieur le rapporteur. Les ordonnances sont faites pour organiser la transition sur un temps plus ou moins long, donc défavorable. Monsieur le ministre. Oui, un mot, parce que je comprends bien votre question, Madame la députée Clémentine Autain. Les taux seront fixés par décret. L'ordonnance va reprendre le cadre qui sera l'objet de l'habilitation donnée par cette commission spéciale, je l'espère, et par la représentation nationale réunie dans l'hémicycle. Je vous renvoie, parce que les taux sont très connus, monsieur le rapporteur vous renvoie au rapport de Delevoye. Moi, je vous renverrai simplement la page 422, le tableau qui est en bas, taux de cotisation retraite des non-salariés dans le système universel. Page 442, vous avez tous les éléments pour répondre à votre question, Madame la députée. Merci, Monsieur Dharréville. Oui, merci Madame la Présidente. Vous nous dites que les taux seront fixés par décret. Il y a des indications qui sont données par ailleurs, mais le problème, c'est que là, on est en train quand même de voter la loi et qu'on voudrait, nous, voter des engagements précis de la part du gouvernement et une décision ferme de la part du Parlement. Et vous faites référence, monsieur le rapporteur, à une transition organisée par ordonnance. Et donc, c'est une des choses que nous critiquons fortement dans le projet de loi, c'est le nombre des ordonnances et le champ extrêmement vaste de ces ordonnances. Édouard Philippe avait demandé d'ailleurs lui-même qu'on lui donne une extrême latitude. Et nous pensons que ça n'est pas raisonnable, compte tenu de ce que nous savons.
Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 3577, Madame Autain. Celui qui suit, le 3577. Oui, je vous remercie. Donc, toujours un amendement de suppression qui est un peu systématique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des endroits qui visent dans le texte à compenser les méfaits de la réforme, d'essayer en tout cas d'en limiter les dégâts. Donc, nous opposons globalement à la logique. Monsieur le ministre, je suis sur l'étude d'impact. J'essaie de chercher la réponse à ma question. Pardon 422, je vais regarder. Personne n'interrompt personne. Oui, je vous remercie. Je vais regarder dans le détail et prendre le temps, mais la question que je me pose, c'est ce qui est donc inscrit dans l'étude d'impact à valeur forte du point de vue de la décision qui va venir du gouvernement. Alors, dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir inscrit dans la loi et pourquoi imaginer des ordonnances par la suite? J'ai un petit peu du mal à suivre parce que si vous nous dites c'est très clair, c'est inscrit dans l'étude d'impact, alors pourquoi c'est dans l'étude d'impact et ce n'est pas dans la loi? Ça, j'avoue que je n'y comprends plus rien. Merci. Monsieur le rapporteur. C'est la définition même de la séparation entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir législatif. On définit des principes, on définit un objectif. Vu le nombre de situations particulières, y compris même au sein des avocats ou de toute profession, il faut des ordonnances pour régler chacun des cas. On est dans le domaine extra précis du réglementaire, donc défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 3594, Madame Autain. Je vous remercie. Donc, toujours même sujet, puisqu'on est sur cette question de l'assiette et des taux de cotisation pour les indépendants. Alors, je vous interpelle, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire donc à cet instant que la discussion est close, par exemple, avec les avocats, puisque vous les avez cités, qui vont voir donc leur taux augmenter de 40%, ce qui est quand même pas complètement rien. Hein, c'est même une façon d'inciter à mettre la clé sous la porte pour les avocats qui sont les moins bien rémunérés et qui s'occupent en particulier des personnes les plus défavorisées qui espèrent accéder aux droits. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, oui, la décision est prise et je m'engage, le décret qui suivra, l'ordonnance qui va suivre, fixera cette augmentation de 40% de leur taux de cotisation. Je prends cet exemple, mais je serais ravie que vous m'indiquiez d'autres exemples sur lesquels vous pouvez vous engager devant la représentation nationale, mais à travers nous, devant les Français. Merci, monsieur le rapporteur. Nous souhaitons faire un projet universel. Il va falloir qu'il y ait un certain nombre de changements progressifs des uns et des autres, donc une approche très progressive, c'est ce que nous prévoyons, donc défavorable à cette approche, celle que vous proposez. Monsieur Dharréville et monsieur le ministre. Non, le problème avec les explications que vous nous fournissez, ou plutôt que vous ne nous fournissez pas, c'est quand même l'illisibilité totale dans lesquelles ça nous plonge, quoi. Et or, c'était un de vos arguments principaux. Donc, il y a quelque chose il y a un petit hiatus, il y a un petit bug dans la machine. Merci, monsieur le ministre. Oui, je vais répondre à nouveau, Madame la députée Clémentine Autain. Moi, vous savez, je peux répondre 10 fois si vous le souhaitez, mais je ne vais pas varier dans le contenu. Et puis, j'essaye de le faire avec bienveillance et pédagogie. Donc, vous redire que les taux sont du domaine du décret, donc on peut, si vous voulez, vous pouvez m'interroger tout le temps, mais les taux sont du domaine du décret. Qu'est-ce que je peux vous répondre d'autre de plus? C'est comme ça que ça fonctionne dans notre République. Donc on va considérer que les taux sont du domaine du décret, non pas parce que c'est l'intérêt ou la volonté politique de telle ou telle majorité, mais tout simplement c'est parce que c'est comme ça que fonctionne notre République et notre démocratie. On peut aussi simplement se dire les choses tranquillement, mais je veux bien continuer à essayer de vous donner des explications ce matin. L'ordonnance que vous évoquez, puisque peut-être en écoutant M. Dharréville, j'entendais que c'était peut-être le sujet de l'ordonnance qui pouvait lui causer souci, prévoit la transition des assiettes et des taux et la possibilité, ça a été évoqué, ou pas d'ailleurs, hein, de mobiliser les réserves. Donc les taux sont fixés par voie réglementaire et l'ordonnance organisera ainsi la mesure de réforme de l'assiette dans le cadre d'un échange avec les différentes professions. C'est ce que l'objet des ordonnances, c'est ce que disait le rapporteur Nicolas Turquois tout à l'heure, c'est que ces ordonnances laissent de l'espace pour l'échange et la concertation.
Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le prochain, le 3616, Madame Autain. Merci Madame la Présidente. Je poursuis puisque nous sommes sur le sujet. Donc, vous nous dites, pour commencer, c'est très clair, tout est dans la page 422 de l'étude d'impact. Puis finalement, en vous interrogeant et réinterrogeant, on comprend que comme cela sera fixé par décret, par ordonnance, eh bien, ce seront ces décrets et ces ordonnances qui auront la légitimité de fixer ces taux et ces assiettes. Donc, est-ce une invitation, finalement, à celles et ceux qui sont mobilisés, puisque vous parliez des avocats, on sait qu'ils le sont en particulier, c'est une invitation à poursuivre leur mobilisation et à avancer vers la négociation. Dans ce cas, vous le savez, les avocats sont en particulier très en colère parce qu'il n'y a pas eu de concertation véritable et ils dénoncent le fait de ne pas avoir été consultés, associés à la prise de décision. Est-ce que vous pouvez vous engager devant nous et nous dire, en effet, ce n'est pas totalement fixé, même s'il y a une indication dans l'étude d'impact, mais qui n'a pas valeur réglementaire, puisque vous allez fixer par la suite, par décret, les choses. Est-ce que vous pouvez nous dire que Madame vous allez les Autain. recevoir et Monsieur les le associer? rapporteur. Alors, s'il y a un mot que je conteste, c'est qu'il n'y ait pas eu de concertation. Donc, défavorable. Merci. Monsieur Daréville. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais prolonger le questionnement de Clémentine Autain. Finalement, quels engagements pouvez-vous prendre pour la concertation, en vue de la concertation, sur ce sujet de manière particulière et peut-être de manière plus générale? À quoi vous engagez-vous pour garantir la qualité de cette concertation? Parce qu'on ne peut pas tout à fait dire que vous ayez brillé en la matière depuis le début de l'examen, de la discussion de ce projet de loi, pour m'en tenir là. Parce que des critiques très nombreuses ont été faites sur la qualité de l'écoute et sur, d'une certaine façon, une sorte de concertation de façade. Donc moi, je voudrais là-dessus que vous nous dites quel est votre état d'esprit et quels sont les engagements que vous prenez. Merci. Donc je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 3628, Madame Autain. Alors, si vous faites un décret, ce n'est pas une ordonnance. Question. Merci, monsieur le rapporteur. Ah, pardon. J'ai oublié Madame Fiat qui vient d'arriver. Donc le 3632. Merci, Madame la Présidente. Hier soir, Monsieur le Ministre, je vous ai trouvé un petit peu taquin parce que quand on parlait de l'étude d'impact, vous avez dit si vous voulez parler de l'étude d'impact et que si vous avez des questions précises, je suis prêt à y répondre. Et là, quand même, je me suis dit, c'est une invitation pour que, enfin, j'ai ma réponse pour Marie. Parce que dans l'étude d'impact, ça part bien de l'étude d'impact. Et vous me parlez de Marie qui gagne 2 500 € par mois. Donc, est-ce que vous pouvez admettre que forcément c'est faussé parce que aucune infirmière ne gagne actuellement 2 500 € par mois? Alors, monsieur le rapporteur. On continue cette suppression ligne à ligne ou alinéa par alinéa. Juste une précision, le décret fixe les taux, les ordonnances fixent la transition vers les taux et vers les assiettes. Défavorable. Merci. Monsieur Véran. Pour répondre très rapidement à Mme Fiat, il y a 2 cas de figure qui sont abordés dans les 4 types s'agissant de la profession infirmière. Il y a un cas type qui concerne les infirmières fonctionnaires dans le cadre de la fonction publique hospitalière qui reprend précisément la grille indiciaire en cours et en vigueur pour le métier d'infirmière à l'euro près. Et il y a un deuxième cas de figure qui concerne les infirmières en secteur libéral. Et lorsque vous abordez la question des 2 500 €, c'est-à-dire des 30 000 € de revenus annuels, d'abord, il s'agit de 30 000 € bruts. Ensuite, si vous allez chercher sur le site de l'assurance maladie ou des syndicats infirmiers quel est le revenu moyen d'une infirmière libérale annuel, avant paiement des charges, avant paiement des impôts, personne ne dit qu'elle gagne trop d'argent. Hein. Ce n'est pas du tout le truc. Hein. Vous savez très bien que je considère comme vous que les infirmières ne sont pas assez payées. Mais les 30 000 €, c'est plus que crédible, c'est même en dessous, puisque le revenu moyen avant de payer les charges et avant de payer les impôts, il est aux alentours de 50 000. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour?
Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement suivant n'est pas défendu. Le 3645, Madame Autain. J'ai un bug sur la tablette, en fait. Ah, c'est parce que vous effacez. En fait, Allez-y, c'est parce ça que fait un petit l'amendement temps. Je suis désolée. avant n'était pas défendu. Voilà. Alors, le 3645, Madame Autain. Voilà, c'est la suppression de l'alinéa 8. Est-il possible d'entendre le rapporteur nous donner quelques éléments un peu concrets sur ces évolutions? Elles sont en partie dans l'étude d'impact, mais est-il possible d'avoir des éléments un peu plus concrets? Et notamment, comment vous voyez les choses en termes de garantie de retraite qui ne serait pas en baisse? J'aimerais bien vous entendre sur le sujet, nous expliciter pour quelques cas d'indépendants comment la situation va se passer. Merci. Le 3649, Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, les travailleuses et travailleurs indépendants sont très inquiets par rapport à cette réforme. Et je pense qu'effectivement, si on pouvait avoir des éléments pour pouvoir avoir des éléments, des informations peut-être à leur apporter, et peut-être que vous-même pourrez peut-être les rassurer, ou pas. Monsieur le rapporteur? Je crois qu'il y a beaucoup de travailleurs indépendants qui ont une protection sociale qui est justement très minimale et qui est d'autant plus fragilisée que leur base démographique est relativement faible sur certaines catégories. Donc la protection sociale, enfin le régime de retraite universel est une meilleure assurance pour garantir leur retraite. C'est l'objet de cette réforme. Défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. L'amendement suivant, le 3662. Oui, Madame merci. Autain. Merci Madame la Présidente. Alors prenons le cas des médecins. Je lis qu'il y a une baisse anticipée des cotisations pour les médecins. Alors est-ce que cela va améliorer leur situation ou est-ce plutôt un encouragement à la capitalisation? C'est une vraie question qu'on se pose parce que quand vous les baissez, d'abord, ce sont des sommes qui ne rentrent pas dans les caisses communes quand vous baissez les cotisations. Et par ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est pour qu'ils puissent se maintenir à un niveau de retraite équivalent à ce qu'ils avaient par le passé, ne vont-ils pas obligatoirement devoir recourir à des assurances privées, donc à de la capitalisation? C'est là vraiment la question qu'on se pose, assez fondamentale sur votre projet. Merci. L'amendement 3666, Madame Fiat. Merci, Madame Fiat. Monsieur le rapporteur. Qui dit régime universel, qui dit meilleure redistribution, dit qu'il peut y avoir sur certaines professions ou sur certaines personnes des effets de bord. Peut-être certains, comme il y a de la redistribution, vont cotiser davantage ou avoir moins de droits. Nous l'assumons pleinement. Nous souhaitons redistribuer et nous souhaitons protéger les plus faibles de nos concitoyens par rapport à la question des retraites. Donc défavorable. Je mets aux voix ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 3680, Madame Autain. Oui, toujours dans la même veine, je réitère ma question. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples concrets, des éclairages sur les médecins et quelques exemples concrets d'impact de ce que vous prévoyez? D'accord. Et le 3684, Madame Fiat. Défendu. Monsieur le rapporteur. Je vous invite à vous reporter à la page 446 de l'étude d'impact. Défavorable. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Nous avions déjà évoqué hier soir les nombreuses pages qu'il y a à partir de la page 446 pour les professions libérales. Donc je vous renvoie à nouveau ce matin, c'est toujours les mêmes pages, elles n'ont pas changé depuis hier soir. Il y a une cinquantaine de pages de 446 à 497. Quant aux médecins, l'ensemble des questions que vous pouvez poser sur les professions libérales qui sont très intéressantes, nous allons pouvoir continuer à les aborder dans l'ordre du texte, puisque, si je ne me trompe pas, nous sommes à l'article 4 et ce sujet est développé dans l'article 51. Donc j'espère que nous allons pouvoir arriver rapidement à l'article 51 pour débattre de ce sujet-là.
Merci. Je mets aux voix les amendements qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Les suivants. 3697, Madame Autain. Je vous remercie. Comme la procédure accélérée a été choisie par le gouvernement, il est fort probable que nous n'arrivions pas à l'article 51. Ça me paraît assez net à cette heure. Donc, non, ça ne dépend absolument pas de nous, ça dépend d'un S'il vous choix. plaît, on n'interrompt Cela personne. dépend d'un choix S'il du vous plaît. gouvernement qui a décidé de passer en force. Il n'y a aucune urgence à légiférer sur les retraites. On a un pays en ébullition contre votre projet et vous décidez de passer en force. Voilà la réalité de la situation. Donc j'en reviens aux médecins. Puisque je me reporte immédiatement à la page 446. Et qu'est-ce que je vois à la page 446? C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire la baisse des taux. Pas de problème, je ne vous interroge pas là-dessus. C'est ce qu'il y a sur la page 446 de l'étude d'impact. Ma question est, vous baissez, donc quelle va être la situation? Est-ce que vous pensez qu'avec cette baisse, ils vont avoir des retraites qui vont suffire? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui ne va pas être cotisé, enfin ce qui va être en moins parmi leurs cotisations mis au régime collectif? Merci, et enfin, Madame la Autain. capitalisation. Je n'ai pas de réponse sur Merci, aucun de ces Madame trois Autain. sujets. Le 3701, Madame. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, je pense qu'il est important de savoir si les médecins vont devoir capitaliser à côté pour pouvoir avoir une retraite. Monsieur le rapporteur. Le principe du travail de la loi, c'est d'aborder les sujets à l'article concerné. Donc, pour les professions libérales, je vous invite à participer au débat de l'article 51, alinéa 2. Défavorable. Merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Alors, les autres ne sont pas défendus. Non. Le 3714, Madame Autain. Je poursuis donc mes questions, sachant que depuis le début de cette commission, si on commence à faire la liste des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse, elle s'allonge d'heure en heure et c'est assez épuisant comme cadre de débat. Alors, je vais faire une question très très simple. Vous avez un cas type dans votre étude d'impact, un médecin généraliste libéral qui gagne 3 000 € par mois. Moi, je m'interroge et je vous pose une question extrêmement simple. Est-ce que sa pension va baisser ou est-ce qu'elle va augmenter? Monsieur le rapporteur. Non, Madame Fiat pour le 3718, pardon. Défendu. Merci. Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, je crois qu'on a loupé un amendement. Il y avait supprimé l'alinéa 11,5. On a dû louper celui-ci, le 11,5, non? Non, mais défavorable, on ne va pas supprimer les alinéas un par un, les mots un par un. Ça n'a aucun sens. Les explications ont été données. Les articles sur les taux, sur le mode de fixation des décrets ont été donnés. Donc, défavorable. Je mets aux voix ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 593, Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Moi, je ne veux pas supprimer l'alinéa 12, je veux le substituer. Et donc, de pouvoir mettre en cohérence ces dispositions avec le titre 4 du livre 6 du Code de la Sécurité sociale qui porte sur l'assurance vieillesse, invalidité, décès des professions libérales. Donc, de rappeler quels sont ceux des professionnels libéraux continuant à être régis par les régimes de retraite actuels, qui sont bien gérés, qui sont même solidaires avec les autres puisqu'ils y contribuent massivement, et donc de pouvoir aussi énoncer les assurés ressortissants des régimes invalidité décès propres aux professions libérales. Donc on mentionne les médecins, les notaires, les architectes, les artistes, les vétérinaires, les moniteurs de ski, les guides de montagne, les accompagnateurs de moyenne montagne, et on voit bien tous ces régimes sont bien gérés et il convient de préserver ce qui vaut. Merci. Monsieur le rapporteur. Je vous remercie, Monsieur Bazin, pour cet amendement qui illustre justement la nécessité de faire des ordonnances. La liste que vous citez est une liste
à la Prévert de choses très utiles, médecins, étudiants en médecine, chirurgiens dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux, psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, notaires, huissiers de justice, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres, ingénieurs, conseils, maîtres d'œuvre, artistes non mentionnés, vétérinaires, moniteurs de ski, etc., etc. Vous voyez bien que c'est par ordonnance. Là, on se perdrait dans notre travail de législateur de définir toutes les trajectoires pour chacun de ces métiers, certes importants, qui ont leur spécificité, et seule une ordonnance permet de les prendre finement en compte. Et ce n'est pas le travail du député de rentrer dans les détails de chacun de ces statuts. Défavorable. Monsieur Bazin. D'habitude, on utilise les ordonnances pour aller plus vite. Pas quand c'est complexe. Surtout quand les sujets sont maîtrisés. Moi, je vous fais une proposition, on la voit d'ailleurs tous ensemble. Vous pourriez me dire, vous avez oublié quelque chose, une profession. Je suis preneur de la profession qui a été oubliée. En tout cas, notre rôle, si on le joue pleinement, puisque hier on avait des cours sur les statuts qui nous faisaient, qui devaient nous appeler à bien jouer notre rôle ici. Bien jouer notre rôle, c'est de légiférer et pas de laisser ce rôle-là au gouvernement. Chacun son rôle. Et donc notre rôle, c'est de légiférer. On vous propose très concrètement un amendement qui a le mérite de lister de manière exhaustive. Peut-être qu'il y a des oublis, mais alors sous-amender, monsieur le rapporteur. Mais de dire non, il faut renvoyer à une ordonnance, c'est pas justifié. Donc moi, je souhaite qu'on puisse avoir une discussion, puisque ces métiers-là sont très inquiets et attendent une réponse de votre part. Monique Limon. Oui, juste un tout petit mot pour dire qu'effectivement, pour les travailleurs indépendants, l'organisation est caractéristique d'une grande diversité de régimes, en particulier certaines activités exercées sous le régime de la micro-entreprise, par exemple, qui correspondent à des métiers nouveaux, parfois exercés à titre accessoire, dont le statut est incertain, expert, coach, conseil, service, etc., etc. Donc effectivement, les frontières d'affiliation entre régimes sont nombreuses et complexes. Vous pouvez vous référer à l'étude d'impact, c'est bien dit. Donc oui, on ne va pas décider de ça ici dans la loi, puisque nous, on est là pour mettre le cadre. Donc ça sera décidé effectivement après, et nous, on défend effectivement la lisibilité quand vous défendez la complexité d'un système. Donc oui, c'est bien de faire comme ça. Merci madame. Nous allons mettre donc aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 21 526. Monsieur Vulfranc. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement fort simple qui consiste à proposer donc le maintien des dispositions relatives à la solidarité propre à la profession des avocats. Et à ce stade du débat, je dois vous dire qu'il prend tout son sens. Aussi, est-ce notre proposition en la matière? Merci. Monsieur le rapporteur, sur cet amendement. Oui, nous avons donné les explications au préalable et donc défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Une autre série d'amendements, le 3731. Madame Autain. Micro ouvert. Je vous remercie. Je file l'exemple des médecins, puisque j'ai bien lu la page 452, et objectivement, elle ne m'éclaire pas, puisqu'on nous explique que pour les médecins de secteur 1 au revenu de 2 passes, le passage au système universel sans convergence des cotisations entre 2025 et 2040 se traduirait par une baisse de pension de 20%. Et bien entendu, par une baisse de pension de 20%. C'est écrit noir sur blanc à la page 452. Je vois un de mes collègues qui n'a visiblement pas lu l'étude d'impact, qui pourtant nous faisait la leçon hier pour nous expliquer que nous ne l'avions pas lu. Donc je l'ai lu intégralement, précisément, et je n'ai pas la réponse à la question, sauf si vous m'expliquez, eh bien précisément, expliquez-moi ce qu'est cette convergence. Je voudrais des informations sur cette convergence. Je vous remercie. Merci. L'amendement suivant, le 3735, Madame Fiat. Merci Madame Fiat. Monsieur le rapporteur. On est sur une évolution sur la base d'un 15e par an pendant 15 ans. Donc les conditions économiques de l'exercice des métiers des médecins sur un 15e par an pendant 15 ans sont
la meilleure façon de montrer que ça va se faire extrêmement progressivement et que, compte tenu du contexte économique, les choses peuvent être totalement absorbées, sachant qu'en plus, il y a un effet assiette CSG cotisation, il y a une indexation des droits sur les salaires plutôt que sur l'inflation. Donc, tout ça est de l'écume à l'issue d'une période de 10 ans. Et d'ici là, il y aura le temps de réaffiner les trajectoires d'évolution. Donc, défavorable. Monsieur Woerth. Oui, on voit bien, Madame la Présidente, qu'on est, on aurait pu aller, le gouvernement aurait pu aller vers un autre système. C'est un système qui a déjà été d'ailleurs parfois discuté, c'est de se dire qu'il y a 3 grandes catégories, grosso modo, et ces catégories doivent avoir des règles à peu près communes, d'uniformiser à l'intérieur de ces catégories le plus possible. On aurait pu avoir un grand régime des libéraux, commerçants, libéraux, un grand régime public, et puis un grand régime notamment des salariés du privé. On aurait couvert ainsi absolument tout en conservant la particularité de chacun. Cette architecture aurait été différente, probablement mieux comprise et adaptée à la situation réelle du pays et des personnes. Vous avez choisi, encore une fois, on le voit dans tous ces alinéas que veulent supprimer les insoumis, on voit bien défiler des professions qui vont se fondre dans un régime universel et pour lesquelles vous allez créer des régimes parfois dérogatoires. Enfin, dernier point, sur les ordonnances et sur les fixations des taux. Monsieur le ministre, c'est assez naturel de temps en temps d'avoir des précisions sur ce qui est à l'intérieur de ces boîtes noires. Alors je sens bien et je sais bien qu'il y a pas mal de choses qui sont encore soumis à ce que vous appelez la concertation, malgré 2 ans. 2 ans, ça fait 2 ans que vous concertez, donc c'est pas depuis 2 mois. Donc il est assez naturel que les parlementaires aient une vision assez claire de ce qu'il y a à l'intérieur, ou de ce que vous prévoyez, ou des positions que vous défendez à l'intérieur des ordonnances, et également en termes de fixation de taux. Merci, Monsieur Woerth. Madame Autain. Oui, je vous remercie. Alors, la convergence, c'est de l'écume. Enfin, de l'écume à 20%, c'est pas tout à fait rien. Je voudrais vous interpeller sur le collectif des 5 syndicats de médecins qui ont réalisé un comparatif de la réforme. Ils l'ont fait avec un économiste à l'appui. Et selon le document qu'ils ont diffusé lundi dernier, un médecin de secteur 1, donc qui ne facture pas de dépassement d'honoraires, devait percevoir avec le système actuel 4 227 € par mois de pension. Il ne toucherait plus avec votre réforme que 2 825 € dans le système universel. On n'est pas tout à fait sur de l'écume, si je puis me permettre. Et certes, ces cotisations vont baisser de 7 000 € par an, mais il perdra donc à côté 21 000 €. 21 000 €. Donc, ce qui est intéressant avec les médecins, c'est qu'ils connaissent bien le système par points pour en subir déjà le principe. Ce qui nous fait peur, disent-ils, c'est que la valeur du point sera déterminée par l'État. Donc, les retraites vont servir de variable d'ajustement. Et ce système, on le connaît parce que nos tarifs dépendent de l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, une enveloppe contrainte votée chaque année par le PLFSS. Merci beaucoup, Monsieur Vallaud. On a, Madame la Présidente, depuis hier, compris finalement la nouvelle stratégie de la majorité. Il y a une 3e mi-temps, il y a eu 2 ans de concertation, il y a le débat parlementaire, et puis il y a des choses qui sont renvoyées à plus tard. Enfin, la seule démonstration que vous êtes en train de faire, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est que vous ne savez pas où vous allez. Vous ne pouvez pas un coup nous renvoyer à des décrets futurs, à la concertation, à l'étude d'impact, pour finalement trouver toutes les occasions de ne pas répondre à la représentation nationale. La représentation nationale n'est pas éclairée. Et elle aurait sans doute été mieux éclairée si vous aviez accepté, dans le cadre d'une commission classique, la nomination d'un rapporteur pour avis qui aurait fait, au bénéfice de tous, l'évaluation de cette étude d'impact. Vous l'avez refusé, escamotant un peu plus les droits du Parlement, et en particulier ceux de l'opposition. Donc arrêtez de nous répondre, on verra plus tard. On ne peut pas fonctionner comme ça. Si vous n'êtes pas prêt, retirez votre réforme, et puis on se revoit plus tard. Merci. Alors, je mets aux voix ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 3748, Madame Autain.
honnêtement, c'est ahurissant ce qui se passe là quand même. Hein. Parce qu'on a parlé des avocats et des médecins, mais enfin, comme le mentionnait l'amendement des députés de l'opposition de droite, il listait un peu toutes celles et ceux qui vont être concernés. C'est pas rien. Je veux dire, on est en train de parler des notaires, des huissiers, des architectes. Enfin, ce sont de très nombreuses catégories de la population sur lesquelles vous êtes incapables de nous répondre de façon précise. Et j'ai même une autre question. On continue sur vos pages. Après la page 452, il y a la page 453 de l'étude d'impact. Est-ce qu'on peut au moins savoir, ce n'est pas clairement mentionné, ce n'est pas précisé, sur quel âge vous vous fixez? Parce qu'en plus, vos cas, ils sont fixés en général, dans cette étude d'impact, sur la base d'un âge d'équilibre à 65 ans, ce qui n'est évidemment pas du tout garanti. Au rythme où on va, si demain il y a une crise financière, je vous assure que la frontière, la barre des 65 ans, oups, elle va exploser, on va arriver vite à 67. Merci, insensé, merci ce madame. qui se passe ce Le matin. 3752, madame Fiat. Merci, monsieur le rapporteur, sur ces amendements. Tout d'abord, vous faites une comparaison comme si rien ne bougeait par ailleurs. Je vous invite à regarder les trajectoires de cotisation d'un certain nombre de caisses de libéraux. Ces dernières années, elles ont évolué, elles ont baissé parfois le rendement, elles ont parfois changé de taux de cotisation. Donc, il n'y a que vous qui imaginez que si on ne faisait rien, rien ne bougerait. Les choses auraient bougé parce qu'il y a des professions dont par exemple la base démographique pourrait être en difficulté. Premier élément. Le deuxième élément, quand M. Vallot dit on n'a pas de précision, on n'a pas, faut reposer, c'est ce que nous sommes en train de faire. Personne ne l'a fait, de mettre l'ensemble de nos concitoyens dans le même régime. Donc c'est un chantier d'ampleur sur lequel, évidemment, comme je le dis à chaque fois, il va falloir recaler en permanence, il va falloir affiner les trajectoires. C'est un chantier de construction d'ampleur et donc ça, c'est un élément important. Et puis enfin, sur le seul sujet des médecins, je trouverais paradoxal que les acteurs qui sont au cœur de la protection sociale, les médecins, c'est bien les acteurs au cœur, comme les infirmières, qui sont au cœur, qui sont les acteurs numéro un, qui sont aussi ceux qui vivent grâce à ce système de protection sociale, soient exonérés de la réforme de cette protection sociale. Donc, on ne peut pas être à la fois un pied dedans et à la fois un pied dehors, suivant l'intérêt qu'on y retrouve. Il faut que c'est un régime universel qui doit s'appliquer à tous et tout particulièrement à ceux qui en sont au cœur. Donc, défavorable. Merci. Dans la liasse d'amendements identiques, j'ai oublié de passer la parole pour le 12 939 à monsieur Daréville ou monsieur Vulfranc. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le rapporteur, les propos que vous venez de tenir confirment l'impression et même la conviction qui est la nôtre que vous n'êtes pas prêt, que ce projet de loi n'est pas fini et que vous le portez devant le Parlement alors qu'il mérite encore beaucoup de travail. Et donc, vous nous dites on a besoin d'affiner. Bon, mais nous, on ne peut pas faire preuve d'autant de légèreté en légiférant sur des sujets de cette importance, de cette ampleur, et effectivement d'une telle complexité. Vous nous dites le système aurait de toute manière évolué, les choses ne seraient pas restées en l'état. C'est ce que nous vous disons aussi d'ailleurs. Bien sûr que le système aurait dû évoluer. Nous avons fait d'ailleurs de nombreuses propositions déjà en la matière. Et c'est pour ça que je crois que moi, il n'est pas sérieux de continuer dans cette voie. Nous n'avons pas les éléments pour... Vous devriez vous présenter devant nous avec un projet complet et pas avec 29 ordonnances, je ne sais combien de décrets dont on ne connaît pas le contenu. Voilà, c'est ça le sujet, au bout du compte. Merci, monsieur Daréville. Alors, l'avis étant défavorable, on n'y revient pas. Je mets aux voix... Ah, pardon, monsieur Vallot, vous aviez demandé la parole? Allez-y. J'aimerais poser une question assez simple, parce qu'on a auditionné aussi les organisations syndicales la semaine dernière, qui avaient, dans le temps de parole qui leur était donné, un nombre de questions pendantes absolument considérable et effarante. Moi, vraiment, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez fait depuis 2 ans et demi? Qu'est-ce que vous avez fait pour en être là où on en est quand même?
Je veux dire, si vous n'êtes pas prêt, reconnaissez-le, mais ça peut pas être, on peut pas discuter ici sur le mode tu m'occupes de rien, je t'occupe de tout. C'est pas l'idée qu'on se fait d'un débat parlementaire de qualité. Merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Les amendements suivants. Le 3765, Madame Autain. Oui, Madame la Présidente, franchement, ça fait 2 ans et demi, je crois que vous êtes au travail pour nous proposer ce projet de réforme. Et sur les questions précises qui ne sont pas microscopiques, qui sont importantes, qui concernent de très nombreux concitoyens et concitoyennes de notre pays, vous n'avez pas de réponse. Franchement, on a l'impression d'être face aux pieds nickelés, quoi. Aux pieds nickelés qui ne sont pas capables de nous répondre. Alors, moi, j'ai une autre question que je pose là encore au ministre. C'est qu'au fond... Oui, le respect, bon, ça marche pour tout le monde, hein, le respect. Enfin, franchement, S'il vous là, on plaît, est Madame devant, Autain, on revient dans le registre du débat qui s'était très bien installé depuis ce matin. On ne recommence pas dans les invectives de part et d'autre d'ailleurs. Allez-y, Madame Autain. J'ai une question pour le ministre. Au fond, puisque c'est assez peu préparé et que les Français sont très inquiets, pourquoi est-ce que le recours à un référendum n'est pas envisagé par votre gouvernement, ce qui permettrait de calmer le jeu et justement d'avoir un grand débat national sur un enjeu majeur qui est un des piliers de notre système de sécurité sociale? Merci. Le 3769, Madame... non, Monsieur Corbière est là. Donc le 3768. Oui, Madame la Présidente, effectivement, le but, c'est de supprimer, dans notre amendement, de supprimer l'alinéa 15, parce que nous ne voulons pas que le Code de sécurité sociale soit modifié pour rendre applicable cette réforme. Mais au vu des échanges qui sont là, entre nous, de l'indiscutable enlisement de la situation, c'est-à-dire que c'est un coup de force qui est fait selon nous, les conditions de travail ne sont pas réunies, personne évidemment n'a lu l'étude d'impact qui fait 1000 pages, c'est un mensonge absolu, donc ne nous faites pas croire que vous-même vous maîtrisez ce document. Non, c'est impossible, j'espère qu'au moins chaque parlementaire a la sincérité. Non, mais c'est une question de qualité de travail. Je ne m'adresse pas seulement à ceux qui sont opposés à ce texte, mais même à ceux qui l'approuvent. Voilà, c'est tout. Ayons l'honnêteté de le reconnaître. Et je renouvelle ce que vient de dire ma collègue Clémentine Autain. Adressons-nous au peuple souverain, tranchons cette question démocratiquement et faisons en sorte qu'on donne la parole au peuple. Sur un sujet aussi important, pourquoi vous voyez bien, ces échanges deviennent de plus en plus désagréables, la fatigue Merci, est là. Monsieur Corbière, merci. Alors, le 3769, Madame Fiat. Merci, Madame la Présidente. J'aurais une autre question. On parle souvent qu'on a beaucoup de déserts médicaux. N'êtes-vous pas inquiet lundi avec les blouses noires, les blouses blanches manifestées, les podologues, les kinés, les médecins? N'êtes-vous pas inquiet de vous dire que vous allez peut-être faire fuir les étudiants de cette belle profession? On avait déjà des problèmes de recrutement, de donner envie aux étudiants d'aller vers ces belles professions. Est-ce que ça vous inquiète, oui ou non? Merci. Alors, monsieur le rapporteur, sur ces amendements, on n'a pas d'autres. Il faut une attention spécifique aux futurs étudiants de médecine. Nous, on a, pour résoudre la problématique des zones blanches, on a supprimé le numerus clausus, mais on sait que ça ne fera effet que dans 12 ans. Il y a de la demande en tant qu'étudiant. C'est pas ça la question sur la santé. Sur la question, il faut améliorer l'attractivité dans certains territoires. Il y a une politique qui est menée par Agnès Buzyn avec des propositions qui sont intéressantes. C'est pas le sujet ici. Ici, c'est qu'on intègre tout le monde dans ce système universel et qu'on prenne le temps sur les trajectoires pour les rapprocher du système universel. C'est le principe d'une réforme qui prend son temps. On reproche souvent aux politiques de réagir sur l'instant. Nous, on a pris le temps de définir un cadre sur lequel on va donner, c'est l'histoire du cap dont j'ai parlé, on donne le cap à ce pays pour aller dans cette direction qui est à l'horizon de 7-8 ans au début et puis de 15 à 20 ans pour chacune des professions. C'est prendre le temps et vouloir apaiser les transitions. Donc défavorable une fois de plus à cette suppression d'alinéa. Alors, monsieur Woerth, vous aviez demandé la parole.
Oui, je voulais dire au rapporteur, puisque vous l'avez dit à plusieurs reprises là depuis quelques minutes, sur le système universel, puisque vous revenez sur l'idée qu'il faut mettre en place un système universel, que c'est très large, ça prendra beaucoup de temps, etc. Bien sûr, mais nous, ce que nous contestons, c'est au fond l'opportunité de le faire. Nous contestons l'opportunité que vous devez créer, vous pensez créer, ou vous avez le sentiment d'avoir une mission qui est celle de créer un énorme système universel. Nous pensons que c'est inutile et inefficace. Évidemment qu'il faut mettre un peu d'ordre, et il y a eu beaucoup d'ordre mis, et qu'il faut continuer à mettre de l'ordre dans les choses, mais un système qui arrase les caractéristiques professionnelles de tout le monde est un système qui reproduira à un moment donné, et vous le voyez bien, d'ailleurs, vous commencez dès maintenant à le faire, reproduira des exceptions un peu partout. Cette architecture extrêmement centralisée, très, très française d'ailleurs, elle est souvent extrêmement dangereuse. Vous pouviez faire autrement, plus efficace et plus utile. Merci. Monsieur Mattei. Oui, moi je voudrais vous faire part un peu de mon expérience. Moi j'ai travaillé pendant 30 ans auprès des professions libérales, analyser leur évolution, leur bilan et autres. Et on a très peu de visibilité aujourd'hui sur ces problèmes de retraite. D'abord, c'est pas ce qui préoccupe un jeune médecin qui s'installe, un infirmier et autres, c'est pas sa préoccupation première, mais on a besoin de visibilité. Et moi, je pense qu'avec le système qu'on est en train de mettre en place, on aura de la visibilité. Aujourd'hui, on n'en a aucune sur les régimes de retraite. Et on va mettre en place un outil nécessaire. Moi, je pense que c'est une très bonne réforme. Bon, on parle d'études d'impact. Bien évidemment qu'on ne peut pas avoir de précision sur 20 ans, 30 ans. Soyons sérieux. Les évolutions aussi des structures, les professions libérales, soit sont en individuel, peuvent se mettre en société d'exercice libéral, peuvent opter à l'impôt société. On a vu des évolutions de statut au cours des années. Rien n'est figé. Et heureusement. Mais moi, je pense que ce qui est fondamental dans cette réforme, c'est qu'on aura de la visibilité. Et je crois qu'il ne faut pas bouder cette possibilité. Monsieur Vallaud, vous évoquez qu'on n'est pas préparé autre. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. On met en place un outil pour l'avenir. Et donc, ça me semble fondamental. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, mettons en place un outil de clarification de nos statuts, et je pense que tout le monde s'en portera bien mieux. Alors, Monsieur Véran. Pour répondre à Madame Fiat, la réforme, elle porte en elle aussi la possibilité d'avoir un changement de l'âge d'annulation de la décote. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez l'exemple d'un médecin libéral, par exemple, il commence à 24 ans. 43 ans et demi de cotisation, c'est mon cas, retraite à 67 ans. L'annulation de l'âge de la décote, dans le cadre du projet de financement des retraites, ce sera plus 67, mais ce sera 65, voire 64. Donc je vais vous dire un truc, aujourd'hui, quelqu'un qui se destine à la médecine libérale et qui rentre dans le régime universel, il est assuré de pouvoir prendre sa retraite plus tôt. Ce sera le cas pour d'autres professions libérales. Maintenant, Mme Fiat, il y a aussi des indépendants, il y a aussi des entrepreneurs qui, arrivés à 65, 66, pourquoi pas 67 ans, n'ont pas forcément envie de passer la main parce qu'ils aiment ce qu'ils font, ils n'ont pas forcément identifié de succession et ils ont envie de continuer plus longtemps. M'adressant à une députée de la France Insoumise, vous comprendrez ce que je veux vous dire. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'arrêter et qui ont envie de continuer un peu plus longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils auront maintenant la possibilité de s'arrêter plus tôt grâce à l'annulation de l'âge de la décote. Bizarrement, on n'en parle pas beaucoup. Ah si, je sais pourquoi on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est positif pour les Français et ça, vous ne le mettez jamais en avant. Merci, Monsieur Vallaud. Je comprends aussi depuis hier et puis ce matin, à travers ce que vient de dire notre collègue Mattei, qu'en fait, cette loi, elle est là pour définir les objectifs de l'action de l'État en matière d'assurance vieillesse, de retraite. Donc la question se pose, pourquoi y a-t-il par ailleurs 29 ordonnances et renvois à 100 décrets? À ce moment-là, c'était l'objet d'autres textes, d'autres lois ordinaires. Si c'est en effet, il s'agit simplement de fixer un cadre, les objectifs de l'action de l'État, ça s'appelle une loi de programmation. C'est autre chose. Ça fait l'objet de la consultation du CESE. On n'est pas, enfin, vous vous êtes trompé de procédure. Voilà. Alors moi, j'aimerais avoir une question un peu précise sur les avocats. Vous avez dit que l'assiette, le taux serait fixé par décret et que tout est expliqué dans l'étude d'impact. Est-ce que vous pourriez, s'agissant de ce qui va se passer pour les avocats, nous dire quel calendrier vous avez en tête? Merci beaucoup. Madame Fiat.
Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur, de m'avoir expliqué ce que vous aviez mis en place par rapport au numerus clausus. Et alors, peut-être que je vais vous rappeler aussi que ma position est le fait de dire que stopper le numerus clausus sans ouvrir de postes d'enseignants et sans ouvrir d'amphithéâtre, on n'est pas prêt d'avoir les résultats. Alors, me dire que vous prenez le temps, vous me permettrez un petit peu d'être taquine. Dommage d'avoir choisi une procédure accélérée. Parce que quand on décide de prendre autant de temps, c'est dommage de choisir une procédure accélérée avec les parlementaires. Et Monsieur Véran, vous me prenez l'exemple, vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de médecins qui vont adorer ce système. Ben moi, je vais vous parler de mon kiné qui, lui, me dit qu'avec ce système, il va fermer le cabinet et qu'il va conseiller à personne de faire sa profession. Alors, Monsieur Dharréville. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, il y a une idée qui a été évoquée pendant la campagne électorale. Ensuite, vous avez mis en place un haut commissaire dont l'objectif était de réfléchir, travailler, discuter, concerter, etc. pendant 1 an et demi ou 2 ans. Donc c'est quand même pas mal de temps. Et puis, vous avez décidé de passer à la phase opérationnelle. Et là, franchement, comment avez-vous pu ne pas voir que ça allait provoquer un tel rejet dans la population, de telles fractures dans la société, de telles mobilisations? Je m'interroge si vous n'avez pas vraiment écouté pendant 2 ans ce qui s'est dit, parce que je pense que ça s'exprimait déjà, tout ça. Donc on a effectivement un souci, et vous auriez pu, ayant fait cela, ayant porté cette idée, ayant essayé de regarder ce qu'elle donnait, vous rendre compte que bon, bah, finalement, ouais, elle n'est pas si bonne que ça, et que vous deviez revoir votre copie et vos objectifs. Mais non, vous avez décidé de continuer quand même. Donc ça, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que je pense qu'un peu de pragmatisme... Oh. Excuse-moi. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Pardon, Pierre. Je mets donc aux voix ces amendements qui ont eu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Je mets aux voix l'article 4. Qui est pour? Qui est contre? L'article 4 est adopté. Nous en arrivons à l'article 5 avec des amendements.